Il aurait pu faire carrière n'importe où, aux États-Unis comme en France. En anglais ou en français, peu importe. Il a failli tout perdre et a largement tout regagné. Daniel Lavoie, bonjour. Bonjour. Tout perdre, en fait, même Ouais. physiquement, la vie à un moment donné, hein, la bactérie. Oui, Ça a oui, été assez effectivement. C'est terrible, le plus ça. proche de tout perdre que j'ai eu parce que Ben le oui. reste, c'était des incidents de parcours. Et puis, Ben, perdre sa fortune, c'est perdre sa propriété, la propriété de ses œuvres, c'est quand même quelque chose. ça fait mal, mais on apprend à vivre avec. Ben, Ouais. je voulais partir du début. Vous venez de Donnery. On pourrait décrire ça un peu comme le nombril du Canada. C'est à peu près au De milieu l'univers, géographique. monsieur, de l'univers. C'est à peu près 100 000, 150 C'est à kilomètres 150 000 de de Winnipeg, à Winnipeg. 250 kilomètres de Winnipeg ou de Saint-Boniface, selon. C'est à 100 kilomètres au sud de Brandon, donc dans le coin sud-ouest du Manitoba, près de la Saskatchewan et du Dakota Nord. C'est le début des grandes plaines de l'Ouest, de la grande plaine de l'Ouest. Là. Ouais, c'est à 250 kilomètres de la frontière de la Grande Plaine, qui commence quand même après les forêts d'Ontario, là. Sainte-Anne-des-Chênes, un peu Derrière tout vous, ça. donc. Oui, derrière nous, C'est si ça. tu veux, si on Mais regarde vers l'ouest. quand vous regardez vers l'Ouest, le regard porte jusqu'à Calgary. Très loin, jusqu'à Calgary, effectivement. Oui. À part les petites montagnes, là, dans le bout de Gravelbourg. Et vous restez là, vous restez là jusqu'au collège, jusqu'à 20 ans. Jusqu'à 13 ans. Oui. Jusqu'à 13 ans, oui. 13 ans, Ah, oui. c'est vrai, parce que vous partez pour le collège à 13 ans. Vous êtes d'une famille modeste. Hein? Très modeste. Modeste, mais en vue quand même, parce que le magasin général dans un village de combien d'habitants? 200. 200. 200, c'est pas un gros village, là. C'est un Les tout deux petit bords de la village. rue, quoi. Les deux Deux bords bords de de la la rue rue, principale. puis Deux, la trois grosse avenues. population, je dirais que dans le village, il y a peut-être 150, 100 personnes, 150 personnes. Et puis le 200, ça vient du fait qu'il y a des cultivateurs à l'époque, quand même, avec des grosses familles encore, qui font le 100 personnes de plus qui viennent à la messe le dimanche. Ah oui, Oui, des alentours. des alentours. Oui. Vous commencez à l'école en anglais. Oui, ben l'école au Manitoba à cette époque-là, on avait gagné le droit d'avoir 40 minutes de français par jour, mais à l'époque de ma mère, ils n'avaient même pas le droit d'avoir du français à l'école, mais effectivement, tout était en anglais, à part notre 40 minutes de français, puis dans une classe où il y avait 4 années scolaires, ça veut dire que tu avais à peu près 12 minutes et demie de français par jour. Mais on pouvait suivre le cours des autres, donc on quand même pouvait reviser un petit peu. Même dans un petit village de 200, on avait réussi à aménager ça. Ben, il y avait 4 grades, comme je dis, on appelait ça des grades, 4 années scolaires dans une classe, ce qui fait que, quand même, ça faisait un travail monstre pour un professeur. Puis elle essayait d'organiser tout ça pour faire en sorte que tout le monde en ait un petit peu, quand même. Oui. Le village c'était pas dans le Manitoba francophone, hein? C'était Non. un village, mais quand même, moitié anglais, moitié français, si je comprends bien. Oui, moitié anglais, moitié écossais. Ça s'est Moitié ramassé écossais, oui. comme ça par hasard, au hasard du temps. Écoute, je sais pas comment ça se fait que nous étions en périphérie comme ça. Le village francophone le plus proche de Donnery est Somerset, qui est quand même à 75 000, donc 100 kilomètres. On était vraiment perdus tout seuls là-bas. Et puis, même dans notre village, il y avait quand même la moitié des gens étaient anglophones, ce qui fait que je repense à ça et je me demande comment est-ce qu'on a fait pour avoir... On avait quand même une église, ça s'appelait la paroisse Saint-Félix de Valois. Il y avait une salle paroissiale, il y avait un couvent où il y avait des sœurs, puis c'était les sœurs qui nous donnaient, qui nous enseignaient, c'était les professeurs. Et donc, on avait quand même une paroisse, un curé, une messe de minuit et une tradition quasiment québécoise qui avait été importée du Québec au début du siècle. Oh, ça ouais. veut dire quoi, quasiment québécoise? Ben, on avait la messe de minuit, puis on parlait en français, puis le curé prêchait en français. Il prêchait même pas en anglais et en français, il prêchait en français à Donnery. Oui, parce que les Anglais étaient protestants, je suppose. Les Anglais étaient protestants, il y avait quelques anglophones qui étaient catholiques, quelques Irlandais, je pense, mais la plupart des gens parlaient que le français et on avait droit à un curé francophone. Un magasin général pour un petit Ouais. gars, ça doit être le paradis terrestre. Ouais, je suppose que tu pourrais dire ça, mais j'étais, moi, beaucoup plus attiré par la campagne, par la ferme. Et au grand désespoir de mon père, ou
pas vraiment parce qu'il me comprenait très bien. Je préférais largement aller travailler avec mon oncle et mon grand-père qui avaient une ferme. Et je passais beaucoup, beaucoup de mon temps, sauf que mon père exigeait que je donne un samedi de temps à autre à placer des boîtes dans les étagères puis à faire ma part. OK, alors c'est pas un souvenir de... C'est pas Walt Disney, le magasin, là. Non, c'était pas le Walt Disney. C'était pas un job que mon père avait choisi. Est revenu de la guerre. Il avait d'abord abandonné ses études parce qu'il y avait trop d'enfants dans la famille, puis les plus Ah vieux oui. avaient eu droit au collège et pas lui. Il a eu droit à une année. Il a fait une année de collège, il a fait son élément latin, puis après ça, son père il a dit il faut que tu reviennes, on n'est plus capable de payer pour tout le monde. Puis il y avait déjà deux, trois garçons qui étaient au collège avant lui, donc eux allaient finir et pas lui. Et ça a été une grande frustration pour lui. Il est revenu aider son père dans le magasin général. Il aimait pas ça plus que moi. Mais quand il est revenu de la guerre, parce qu'il a été marin dans la guerre, puis quand il est revenu, je pense qu'il y avait quoi? Il y avait 22, 23 ans. Puis il était en amour avec ma mère. Et puis je pense qu'il n'a pas eu envie de se la faire compliquer. Il a repris le magasin général, puis il a fait ça pendant 30 ans. Alors, vous êtes à l'école en anglais parce qu'il n'y a pas le choix, là. Il n'y a pas une école en français Non, non, il n'y en a pas. à part. Il n'y en a pas. Vous partez donc à l'âge du collège. Oui, à 13 ans. Vous partez pour Saint-Boniface, Oui. évidemment. C'est le plus proche en français. En fait, c'est le collège Winnipeg, Saint-Boniface. Saint-Boniface, Puis voilà. mes oncles étaient passés par le collège Saint-Boniface. Puis c'était pour nous l'endroit. Mon père m'y préparait depuis que j'avais 4 ans. Ah Il me disait, oui. un jour, tu vas aller au collège Saint-Boniface. Ça va être ton collège, puis tu vas devenir un homme éduqué, puis tu vas peut-être devenir un avocat ou un médecin. Et puis mon père rêvait que je fasse ce que lui n'avait pas fait, je crois. C'était presque mythique, quoi. Ben oui, Aller ça au l'était. collège Pour moi, Saint-Boniface. j'étais prêt depuis toujours. Et quand je suis parti à 13 ans, mon Dieu, ça n'a pas été une surprise, là. Ça faisait partie de... Ça n'a pas été une punition non plus. C'était pas une punition du tout, au contraire. Au Au contraire. Ah oui. Bon, je me suis ennuyé de ma mère un petit peu, mais le petit village, c'est bien beau, mais d'arriver à Saint-Boniface et puis de découvrir le grand monde comme ça, La grande ville. la grande ville. Et pas juste la grande ville, le grand monde, le grand Ah, monde. Je veux dire, ce qu'on étudiait à Donneray, c'était vraiment un minimum. Quand je dis qu'on était quatre années scolaires dans une classe, on avait droit à 1 heure et demie de professeur par jour ou 2 heures, alors que là, tout d'un coup, on avait toute cette attention. Et puis, moi, j'aimais ça beaucoup, beaucoup. J'ai vraiment beaucoup aimé ce passage. Qu'est-ce que vous découvrez en arrivant à Saint-Boniface en termes de Canadiens français, de capacité de vivre en français ou non? Est-ce que la différence est énorme avec le village? Comment vous le recevez en arrivant? En fait, pas tant que ça. Ah Pas non? tant que ça. Je me rends compte que, comme chez nous, tout le monde parle anglais tout le temps, sauf quand ils n'ont pas le choix. Et Quand il n'y a pas le choix? ben, quand on est en famille, on parle en français. Quand on est dans la maison, on parle en français. Quand on est en classe de français, on parle en français. Mais à l'extérieur des classes et dans la cour d'école, tout le monde parle anglais tout le temps. Et Saint-Boniface, je me suis rendu compte, était exactement comme chez nous, Ah oui, à ce niveau-là. Tout à fait. Il n'y a ça veut personne dire qui parle quoi? français, là. Aussitôt qu'on sort de la classe, Aussitôt qu'on sort de la classe, tout le monde parle en anglais. dans la cour d'école, En cours d'école. Tous les petits francophones du Manitoba qui sont au collège des Jésuites en français se parlent en anglais. Parce qu'ils ont toujours parlé en anglais, parce qu'ils n'ont pas eu le choix que de parler en anglais, parce que tous leurs copains de l'école, du village où ils étaient, se parlaient en anglais. Donc, on a la facilité de... Puis l'anglais, c'est une langue qui se parle assez facilement. C'est pas une langue extrêmement compliquée, surtout dans le vocabulaire quotidien, là. Donc, on préfère l'anglais. mais quand même, vous êtes tous des petits francophones, là. Vous êtes tous, Tous. vous êtes tous là pour étudier en français. Oui. Alors, même dans la cour d'école, en ce Oui, moment. mais on n'a pas le Remarquez, on sens va de vous la dire cause, qu'il y en a nous autres. maintenant dans les grands collèges UP qui parlent anglais dans la cour parce que ça fait plus chic. Ah, ben nous, c'était pas une question de chic, c'était une question de facilité. En fait, c'est de la paresse, peut-être. Ouais. En fait, on ne voyait pas l'utilité ou le besoin de parler en français. On ne voyait pas l'utilité ou le besoin. Non. Est-ce que c'était un sujet de discussion ou même pas? Ou avec vos profs? Ou... Est-ce qu'il y avait des réflexions là-dessus à un moment donné? Nos profs nous encourageaient à parler français entre nous, mais
c'était tellement commun et tellement généralisé que on n'en faisait pas de cas. On n'en faisait vraiment pas de cas. Ce qui était important, c'est que au moins quand on écrivait quand même nos examens en français, puis on examinait, Ouais. tout était en français, puis il fallait que notre français soit correct. On était obligé de l'étudier quand même à fond. Mais à partir de ce moment-là, ils nous emmerdaient pas avec ça. La musique, ça commence comment? Pour ça commence très jeune, j'avais 4 ans. Ah oui? 4 ans et demi, je pense, quand j'ai commencé à faire des cours de piano. Il y a un piano à la maison? Non, il n'y a pas de piano à la maison, mais ma mère avait... Ma mère, c'est une femme qui a toujours aimé beaucoup, beaucoup la musique, puis elle rêve de faire de la musique depuis qu'elle est toute petite, mais vivant à la campagne, sur une ferme, loin du village, aucun professeur de piano disponible, elle n'a jamais pu prendre des cours de piano. Grande famille, etc. Mais moi, je vis au village, donc ma mère a décidé, toi, mes parents, le pattern se répète. Mes parents, ma mère décide que je vais prendre du piano très jeune, comme ça, je vais avoir une chance de connaître ça. Donc, à 4 ans, je commence à prendre des cours de piano chez les sœurs, parce qu'on avait un Les couvent sœurs. d'oblates, oui. Les sœurs. Oui. Parce qu'autrement, il n'y aurait eu personne à Donnery pour Il n'y faire aurait des eu cours de personne, piano. non. Heureusement qu'il y avait les sœurs Oui. qui enseignaient quasiment gratuitement à l'école, puis qui donnaient des cours de piano pour pas cher. Ça nous a permis d'avoir droit à un niveau, je crois, d'éducation qu'on n'aurait pas pu se payer autrement. Je pense que c'est à Saint-Boniface, à un moment donné, il y a un groupe qui s'appelle Dieu vous aime ou quelque chose comme ça. C'est pas à Saint-Boniface du tout. Non? Non, non. Ça, c'est beaucoup plus tard. Ça, la fin de mon collège. Moi, j'ai fini philo 2. Je suis en train de terminer mes Oui. examens. Oui. Et il y a un Québécois qui s'en vient au Manitoba à la recherche de... Mais c'est où alors? Si c'est pas à Saint-Boniface? C'est au Québec. Ah ouais. Ça, c'est mon entrée au Québec. Ah, d'accord. Dieu de l'amour vous aime, c'est mon billet d'entrée au Québec, ça. Votre C'est billet c'est avec ça que je suis arrivé chez vous, monsieur. OK, à 20 ans, Ouais. là. À 21 ans, après mon collège, après mon classique. 21 Ouais. ans. Ah bon? Vous arrivez ici comment alors? Ben, on nous propose, on a dit, si vous voulez, parce que je faisais partie d'un groupe musical. Déjà à l'époque, je faisais la boîte à chansons à Saint-Boniface, puis Ah je oui. faisais beaucoup de musique à Saint-Boniface. Et puis, donc, on avait un groupe qui performait régulièrement. On avait un répertoire. Et il y a cet agent qui arrive au Manitoba et qui nous dit, si vous voulez prendre le nom de ce groupe-là, je vous trouve tout de suite des contrats parce que j'avais un groupe qui s'appelait Dieu de l'amour vous aime et qui n'existe pas. Mais si vous faites comme si c'était vous autres, vous avez droit au contrat. Donc, on dit, l'aventure, allons-y. Et donc, on part. On était 5. Alors, vous êtes là-bas, mais on vous dit, venez-vous-en, j'ai un nom pour vous autres. Exactement. J'ai un groupe, mais j'ai juste le nom, ça prendrait un groupe pour mettre C'est ça. dedans, c'est vous autres. C'est nous autres. Donc, on prend un camion, puis un U-Haul, puis on s'en vient à Dolbeau pour notre premier À Dolbeau. Dolbeau, l'hôtel Milo. Oh, Oui. ça, c'est loin, loin, loin derrière le lac Saint-Jean. C'est loin, Au loin, bout du loin. lac Mais c'est une Saint-Jean. bonne façon d'arriver au Québec, je te dirais. Ah Parce oui? que c'est un village, pas énorme à l'époque. Et on se sent pas trop dépaysé. On se sent dépaysé quand même, mais on a le temps de s'habituer à cette bête assez étrange qu'est le Québec. Qu'est-ce qui frappe dans l'étrangeté de la bête quand on arrive à Dolbeau? Ben, on est Dolbeau-Mistassini, d'ailleurs. Nous sommes tous Dolbeau-Mistassini maintenant, mais à Ouais. l'époque, c'était Dolbeau. Mistassini, c'était l'autre côté de la rivière. Oui. Ouais. Ce qui frappe, c'est d'abord que tout se passe en français, mais ce qui me frappe, moi, surtout, c'est la personnalité générale des Québécois, des gens extrovertis, des gens qui parlent fort, des gens qui prennent de la place, des gens qui n'ont pas peur d'être qui ils sont, en français en plus. Nous, Vous ça êtes dans la bonne région pour ça, faut dire. On est dans la bonne région pour ça, et puis on en a plein la gueule, parce que nous, on est des jeunes franco-manitobains qui avons subi la culture franco-manitobaine, c'est-à-dire tais-toi, fais pas trop de bruit, ne te fais pas remarquer, t'es un petit ethnique et puis on parle pas trop fort. C'est un petit peu, j'exagère, mais à peine, à peine. Donc on est des garçons bien Vous l'avez rangés, senti bien comme ça? tranquilles. Ah oui, je le sais. Je voudrais pas blesser des Manitobains, mais je pense qu'ils se reconnaissent facilement dans ce que je dis. Puis ça n'a pas changé, à votre avis? Ça n'a pas changé, non. Ça n'a pas changé, non. Ça ne changera pas? Bon, je ne vois pas comment ça changerait. Je veux dire, quand tu es dans un pays où tout le monde parle l'anglais, où la culture principale et dominante est anglophone, où, en plus, à l'époque, le Québec commence à faire du bruit,
Je me souviens quand j'allais voir ma blonde la première fois, un anglophone, mais ses parents m'ont demandé si j'étais séparatiste. J'avais 18 ans. Je savais même pas c'était quoi un séparatiste. J'ai été obligé de faire mes recherches après. J'ai dit, c'est quoi un séparatiste? Puis là, un des jésuites m'a expliqué c'était quoi un séparatiste. Mais on me demande si je suis un séparatiste, mais ce qui se passe, c'est que le Québec commençait à faire pas mal de bruit à l'époque. Et puis les anglophones, par association, nous prenaient pour des Québécois. Donc, on avait intérêt à ne pas faire trop de bruit. Est-ce que vous êtes en passant, parce que je n'ai pas trouvé ça clair en regardant le dossier Daniel Lavoie, est-ce que vous dites Canadien-Français? Aussi, c'est plus spécifiquement manitobain. Il me semble qu'il y a une nuance qui m'échappe là-dedans. Écoute, quand j'étais jeune, mon père disait qu'on était des Canadiens français. Même quasiment des Canadiens français. Des Canadiens. Et puis, des Canadiens ou des Canadiens français? Des Canadiens. Ah Canadiens, oui. des Canadiens. Comme mon grand-père à moi, alors. Peut-être, oui, je pense que oui, oui, parce que mon grand-père aurait été plutôt à dire ça. Et des Canadiens les autres, français. c'était des Anglais. Oui, les Anglais. Non, on a été élevés à la même époque. Ou les orangistes, comme disait mon père des fois. Ça, c'est plus ontarien ou manitobain. Mon père s'est battu beaucoup à l'école chez nous, puis il arrivait souvent à cogner des têtes avec ce qu'il appelait les orangistes, qui étaient comme les Français. Puis, il vous a raconté ça? Il nous racontait ça à table, au souper. Mais quand je suis arrivé... Faites pas ça avec vos enfants. Ben, non. Non, peut-être un petit peu, mais ça ne les intéresse pas bien. Qu'est-ce que tu me racontais? Je ne sais plus. Tu me parlais du franco-manitobain. Oui, franco-manitobain, c'est quand je suis allé au collège. On a commencé à se reconnaître comme étant des franco-manitobains. Oui. Et qui était quelque chose de différent des Ontariens ou des gens de l'Ouest ou des Maritimes. Je suppose. On ne le voyait pas comme ça. On se voyait juste comme nous, différents. Franco-manitobains, ça veut dire qu'on était des Manitobains qui parlaient français. Pour nous, on se différenciait pas tellement des Franco-Ontariens. Je savais même pas qu'il y avait des Franco-Ontariens à l'époque. Je l'ai appris par après, etc. Je n'étais pas très au courant de ce qui se passait en français au Canada à l'époque. Je savais qu'il y avait le Québec, mais à part ça, je pensais qu'il y avait l'îlot franco-manitobain, Saint-Boniface, puis pas grand-chose. Donc, fonctionner en anglais et en français, pour vous, c'est comme naturel. Ça ne pose pas de questions politiques. Il y a comme un automatisme quand vous êtes jeune et jusqu'à assez vieux. Tard, oui. Jusqu'à 20 ans. Ou fonctionner en français et en anglais, ça ne fait pas trop de différence. C'est pas politique, en tout cas, non. Non, ben j'ai commencé à sentir un peu vers la fin... En fait, je me souviens d'un concert qu'on avait donné, un show qu'on avait donné dans un centre d'achat à l'époque parce qu'on était disponible à faire n'importe quoi et qu'on nous avait mis avec les groupes ethniques. Et puis tout d'un coup, j'avais dit, non, ça se fait que... Comment ça avec où ça avec les groupes? Ben, il y avait comme je sais pas comment, ça devait être un festival de quelque chose. Et puis, on nous avait invités à venir faire des chansons. Puis nous autres, on faisait partie d'une boîte à chansons, puis on chantait en français. Ça se passait où? Ça se passait du côté anglophone de Winnipeg. Ça se passait dans un centre d'achat anglophone de Winnipeg. Okay. Et tout d'un coup, c'est la première fois où je me suis rendu compte qu'on était une ethnicité. On faisait partie de la couleur locale, comme les Ménonites, et puis comme les Hutérites, et puis comme les Ukrainiens, et tout le reste. On était vraiment une ethnie. Et ça m'avait frappé. C'est la première fois où je me suis senti, comment dire, amoindri, peut-être blessé un peu. Je me demandais comment ça se fait qu'on n'était pas partie intégrale de tout ça. Oui, c'est un sujet de réflexion. Oui. Donc, vous arrivez à Québec, à Dolbeau. Dolbeau. C'est un méchant bout. C'est très loin de votre donnerie. Mais après ça, vous redescendez vers Québec, vers Montréal. Et là, vous entrez en contact avec le Québec, mais la période est un peu bizarre. Ben, j'arrive juste au moment il se passe beaucoup de choses au Québec à l'époque. Je suis arrivé au moment de la crise d'octobre. Ouais.
Je me souviens, on n'était vraiment pas au courant. C'est là quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser plus à la politique, parce qu'on n'a pas eu le choix. Il n'y avait rien que ça à la On télévision. l'avait dans la face, comme on On dit. l'avait dans la face. Je me souviens, il y avait la loi des mesures de guerre. On voyageait, nous autres. Il y avait des soldats partout. Et ça m'avait énormément frappé. C'était à Montréal, ça? Non, j'étais Non? en province. Où? On passait par Québec, entre autres, parce qu'on descendait du lac Saint-Jean. On s'en allait je pense qu'on s'en allait à Matane, ou on s'en allait à Ah oui. Bécomo, je me souviens plus. Puis vous voyez des convois militaires. On voyait des convois militaires, puis il y avait des roadblocks, là, les rues les routes étaient coupées. Il fallait passer par des différents... Des points de contrôle. des points de contrôle, merci. Ah oui. Voilà. Donc, c'est ça, cette affaire-là. Donc, j'ai commencé à devenir conscient qu'il se passait quelque chose au Québec. Parce qu'avant, on avait du fun. On était des jeunes hommes de 20 ans qui s'en venaient rencontrer des filles, puis boire de la bière, puis faire de la musique. On était insouciants à l'extrême. J'imagine que le nom compliqué du début, c'est devenu les dieux de l'amour à un moment donné, j'imagine. Ça, je n'entrerai pas là-dedans. Mais qu'est-ce que vous avez d'autre comme souvenir de la crise d'octobre? Ça doit frapper l'imagination, pour vrai, ça. Un jeune homme qui est dans la folie, le plaisir, qui découvre qu'on peut le faire en français totalement, il n'y a aucun problème. Et puis à un moment donné, on a un mur dans le front. La différence m'est arrivée d'en face parce que je pensais qu'on était tous quand même joyeusement des Canadiens, puis je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait entre les deux qui m'est apparu assez irréconciliable. C'est à ce moment-là que ça m'est rendu. Je me souviens de la journée au complète où on avait la photo de Pierre Laporte à la télévision. Il n'y avait que ça à la télévision. Je pense à Radio-Canada, il y avait... Est-ce que je me trompe? Mais je me semble que la journée... Dans mon souvenir aussi, on insistait beaucoup, mais c'était... Oui, mais il y avait que ça. C'était la grande connerie. Tout le monde l'avait eu dans le fond pour vrai. Là. Oui. Puis après ça, on a commencé à apprendre de tout ce qui se passait au Québec. Et puis... Mais vraiment, le côté politique de tout ça, je l'ai plus connu de proche quand j'ai vécu à Montréal, parce que là, j'avais une blonde qui connaissait et qui fréquentait des gens qui étaient très, très politiques même. Ah. Et donc... les membres du FLQ, peut-être? Entre autres, oui. Des gens qui avaient travaillé, qui avaient milité pour la FLQ. On ne savait jamais trop ce que ça voulait dire. On ne savait pas trop. Il y en avait qui étaient en prison, il y en avait... Donc... je me rendais compte qu'il se passait des choses fort intrigantes. Avant ça, vous faites le choix de travailler en français. Ouais. Avant même de partir du Manitoba, si je comprends bien. Pourquoi vous donnez cette peine-là si ça marche autant en anglais? Ben, j'avais pas décidé de faire en français avant. C'est pas à ce moment-là que j'ai décidé. Okay. Non, on s'en venait au Québec pour le fun. On s'en venait pour découvrir quelque chose. On n'avait pas l'intention, aucun de nous, d'y rester, ni moi, ni les autres. On s'en venait juste faire 1 année ou 2 années et puis peut-être nous permettre de passer à autre chose. Parce que je sais, on composait des chansons en anglais et en français, parce qu'on commençait à écrire des petites chansons en français un peu quand même, mais on n'avait pas l'intention de rester au Québec. C'est quand je suis retourné au Manitoba, après 1 année ou 2, et que j'ai redécouvert le Manitoba tel qu'il était, le voyant avec le recul, que j'ai senti que ma place n'était plus là. Je me sentais plus bien au Manitoba. Je me sentais plus bien en anglo, en franglais, en tout ce que tu veux. Mais il y avait quelque chose qui était parti et je ne me voyais pas vivre ailleurs qu'au Québec à partir de ce moment-là. Et vous aviez quand même la capacité d'écriture pour faire le travail. Même on a été dans une petite école avec 2 heures de cours par jour, puis après ça... oui, mais 8 années de jésuite, là, je veux dire... 8 années de jésuite. 8 années de jésuite, puis les professeurs étaient exigeants. Je pense que tu as passé par les jésuites. Moi, c'est un secret d'État, ça. Un secret d'État. Parce que journalistes, on n'est pas censé avoir de... Vous n'avez pas d'émotion? On n'a pas d'émotion. OK, d'accord. À un moment donné, je ne suis sans doute pas chronologique tout le long, là, parce que c'est quand même assez compliqué. Vous avez un bon succès ici. Là. Ça commence à marcher pour vrai. Ça a été long, à un moment donné, les années 80, là, ça roule pour vrai. Oui, les années 80, mais là, ça fait 15 ans que je travaille comme un malade. 15 ans pour un artiste, c'est rien, non?
Ben maintenant, je pense qu'un artiste, si au bout de 15 ans, il n'a pas réussi à Oui, il faire fait Star Academy, un exactement mois, puis c'est un réglé. mois, deux, ben Non, mais 2 ans, mettons. c'est pas comme ça. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus lent. Je Puis pensais en pas que c'était plus, il y avait encore comme beaucoup ça. d'argent dans le métier. Les maisons de disques étaient riches et donc elles se permettaient d'investir longtemps en quelqu'un en qui elles croyaient, Oui, comme moi, par exemple. oui. Oui. Donc, j'ai pu continuer à faire des albums, même si ceux que je faisais ne rapportaient pas des tonnes d'argent, là. Non, mais vous avez quand même fait. C'est l'époque. ILSEM, New C'est bien York, avant, c'est c'est bien 80. avant. Ah, ça, c'est les années 80, ça. Oui, oui. Là, j'avais eu 80, mon pour le gros hit 80. en France. Puis tout, Oui, oui, oui. non, non, là, c'est bien plus tard, ça. Ça, Moi, je te parle des années 70, 71, 72, ça, 73, ça, 74, 75, OK. 76, 77. Et puis, Bon, je veux ben, dire, je continue. on est encore dans le 20e siècle quand même. On est en même en 20e siècle, mais il y a 10 années là, où je rame. Oui. Je rame. Oui, je Bon. rame. J'essaie de me faire une place. J'essaie de me retrouver dans ce métier québécois qui explose à l'époque. Le Québec explose et harmonium, puis c'est beau dommage, puis c'est extraordinaire ce qui se passe. Et le C'est petit Charles Lebois. Manitobain, Charles Lebois aussi. Charles Lebois aussi. Charles Lebois, mais Charles Lebois, ça c'est déjà avant, parce que Ouais. quand on est arrivé au Québec, les musiciens, c'était c'était un petit peu notre pierre d'attache, là. C'était Charles Lebois, parce que Celui qui avait un, cassé les murs pour tout le un monde. francophone qui Oui, faisait du rock en français, oui, qui nous ressemblait, une musique qui nous ressemblait finalement. oui. Oui, je me Oui. souviens d'avoir vu un spectacle à l'Esquire Show Bar où il n'y avait eu que des jazzmen avant. Et Charles Lebois arrive et fait son Wow. spectacle là. C'était Wow. fabuleux. Oui. C'est fabuleux, fabuleux. Euh, vous, à un moment donné, vous faites pas mal d'argent, Ah bon? non? Ben, À un quand... moment donné, vous avez des succès qui roulent, là, J'ai eu des succès énormes. qui ont généré beaucoup d'argent. Et puis, ILSEM marche en Oui, France, oui. ça marche en Amérique du Sud, Ah, ça a marché beaucoup. ça marche On a partout. vendu beaucoup de disques. Beaucoup, beaucoup de disques. Et je sais qu'à l'époque, ma maison de disques a fait beaucoup d'argent, oui. Moi, j'en fais pas beaucoup parce que Oui, parce qu'il y a un euh, problème, là. ben, tout Il est arrive un problème. réinvesti, tout est, oui, c'est assez complexe, toute cette histoire-là. Ouais. Mais Mais effectivement, vous n'êtes pas le premier artiste, hein? non, Vous n'êtes pas le premier je artiste me réconforte comme à ça. se trouver pris dans les manœuvres financières de son agent ou des autres. Ben, c'est ça, quelqu'un d'ambitieux qui espère monter un empire, mais qui n'a pas nécessairement, comment je dire, les capacités de le faire, font que, éventuellement, on dilapide rapidement l'argent. De l'argent, ça rentre vite, mais ça sort aussi vite que ça rentre. Ah, Vous ça savez, peut sortir très vite. oui, Ça peut sort sortir très oui. vite. Oui. Mais l'argent est sorti sans que vous le sachiez, si je comprends bien. Ben oui, puis non, j'étais un peu paresseux intellectuellement à ce niveau-là, j'avoue. Je faisais très confiance et puis je donnais ma vie à faire de la musique. Puis pour moi, faire de l'argent, c'était pas important, je dois avouer, c'était Mm. pas important. Euh, Mm. J'ai appris en vieillissant que c'est peut-être plus important qu'on pense parce Oui, que on peut c'est pas. important de ne pas en perdre trop. en tout cas. Surtout dans le métier qu'on fait, on gagne pas souvent. On gagne 2, 3, 4 fois peut-être quand on est chanceux. Mm. Les billets de loterie, là, t'en achètes beaucoup avant que tu aies un billet gagnant. Et donc, il faut faire en sorte que quand tu réussis un coup, que tu t'organises un peu quand Ouais. même. Autrement, ça va en diminuant tout ça. Donc, c'est... Quand vous faites un succès comme Il s'aime, Oui. planétaire quasiment, là, euh, normalement, vous devez pouvoir vivre là-dessus pendant un bout de temps. Est-ce qu'on Oui. comprend bien que vous perdez tous les droits sur la chanson? à un moment donné? Ouais, j'ai perdu l'édition, j'ai perdu... À un certain moment, j'avais tout perdu. J'avais perdu tous les droits d'auteur sur la chanson, j'ai perdu le disque, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu et je me Et suis... comment ça se solutionne finalement? Ça s'est solutionné difficilement, mais fort heureusement pour moi, avec Notre-Dame de Paris. Oui, Et à l'époque de Notre-Dame de Paris, le succès s'avère immense et oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grand qu'on pensait jamais que ça oui. pourrait être. Et donc, je me retrouve une fois de plus dans la lumière et avec l'accès à des avocats qui connaissent bien le Des showbiz, experts, des des experts. experts. Et grâce à ces experts que je consulte, j'ai réussi à retrouver non la propriété, mais au moins l'utilisation de mon œuvre, de tout ce que j'avais perdu. Et
En plus, mes droits d'auteur que j'avais perdus à l'époque, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça, mais Ben, parce que mes droits d'auteur que j'avais tout perdu. Encore une fois, je vais répondre. Vous me posez une question, je vais vous répondre. Ouais. Parce que c'est extrêmement important. C'est arrivé à beaucoup de personnes, Oui. beaucoup de monde, beaucoup d'artistes, beaucoup de gens dans le milieu artistique. Et il n'y a comme pas de défense contre ça. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de défense contre Non. sa propre naïveté ou sa propre paresse, si vous voulez. J'appelle ça de la paresse parce que je suis franco-manitobain, peut-être, puisque j'aime ça me blâmer pour les choses. Mais en fait, je pense que quand on fait ce métier-là et qu'on veut se consacrer à l'écriture, à la composition, au spectacle et ensuite à la promotion, etc., il nous reste pas beaucoup de temps pour faire de l'administration et du suivi administratif. Surtout que c'est plate, c'est pas très intéressant. Et donc, moi, je fais tout le reste et je le fais le mieux que je peux et ça prend à peu près toute l'énergie que j'ai. En plus, j'ai une famille, j'ai des enfants. Donc, j'ai pas regardé de ce côté-là et peut-être que j'aurais dû. Et je me demande si les jeunes artistes nos jours peuvent le faire mieux, même si tu es averti, même si tu sais que même si. Il faut avoir quelqu'un de confiance. Il faut faire confiance à quelqu'un un jour. Il faut trouver quelqu'un de confiance. Il faut trouver quelqu'un à qui on a confiance. Et Dieu sait que je connais tellement de monde qui se sont fait avoir et qui ont pensé faire des bons choix, qui ont dit, là, je l'ai, là, j'ai trouvé le bon, là, Il y a une couple de chanteuses que je connais en France qui ont fait l'erreur 2 puis 3 fois et ils ont dû recommencer à chaque fois. Il sème, quand vous la chantez maintenant, est-ce que vous touchez des droits sur... Oui, je touche les droits Vous maintenant. avez retrouvé les droits d'origine d'écriture. J'ai pas l'édition parce que... Ça veut dire quoi à pas avoir l'édition? L'édition, c'est-à-dire que les droits qui viennent... dont on se partage pour une chanson quand elle passe à la radio, quand elle passe en spectacle, quand elle est utilisée pour ça, c'est divisé entre l'éditeur et l'auteur-compositeur. La tradition au Canada a voulu que l'éditeur prenne 50% des droits et les auteurs-compositeurs se partagent le reste. En France, c'est beaucoup plus équitable. Les éditeurs ont 1/3, l'auteur a 1/3 et le compositeur a 1/3. Mais c'est pas notre cas ici. Donc, l'édition de mes chansons faisait partie de ma maison d'édition que j'ai perdue avec tout le reste. Voilà. Et ça a été racheté par une grosse maison d'édition anglophone qui avait aussi, parce que j'avais signé dans ma bêtise et dans ma naïveté à une époque, aussi ma part d'auteur et de compositeur à mes chansons. Donc, je ne recevais plus rien pour mes chansons. Mais la maison d'édition qui a racheté m'a redonné ma part d'auteur-compositeur. Elle m'a dit, nous, on ne fait pas ce genre de choses. Ils m'ont rien demandé. Ils m'ont dit, on te redonne ta part d'auteur-compositeur. Donc, j'ai réussi au moins au moins, c'est quand même une bonne partie. Et donc, ça m'a permis de respirer un petit peu. Quand même. Ça a été très laborieux ou même des grosses maisons peuvent comprendre le bon sens à un moment donné? Non, ça n'a pas été laborieux du tout. C'est la maison qui me l'a proposé. Ah bon? Tout simplement. J'ai même pas eu à me battre pour ça. Comme quoi, il y a des gens corrects, même dans les gros milieux très riches. Il y a des gens corrects, étonnamment, à beaucoup d'endroits. C'est des gens pas corrects qui sont plutôt rares, mais ils font beaucoup de plus. Ils font plus de bruit puis plus de marde que les autres, c'est ça. Et vous avez eu comme une grande chance, au fond, à un moment où ça allait moins bien, vous avez Notre-Dame de Paris qui tombe. Et qui devient, comme vous l'avez dit, un succès, 10, 100 fois plus grand que ce que vous aviez prévu. Oh oui, c'était énorme. Puis vous aimez ça? Vous aimez ça le chanter en plus? Fou, en plus. Quand vous chantez Belle, vous êtes transporté vous-même. Oui. Puis les gens le sentent. Puis là, il se crée toute une relation avec le public français. Vous avez de la misère à sortir de votre hôtel, paraît-il. Oh oui, pendant une année, on a connu c'était quoi les Beatles? Tu ris, mais c'est vrai. Il y avait des milliers de personnes qui nous attendaient à la porte tous les soirs, en arrivant, en partant. Et c'était vraiment un délire collectif, une hystérie collective assez... Là, on parle de Daniel Lavoie, de Garou, de Garou, de Bruno Pelletier, de Locmerville, de Patrick... Bon, oui, lui, il se reconnaîtra. Il me pardonnerait jamais. Patrick, Hélène Ségara, Julie Zinatti.
Oui, et donc, on est devenus des Puis vous immenses sortez stars. avec la police, quoi. Vous êtes obligé Oh d'avoir la non, police pour... non, non, le producteur nous paye pas ce genre de choses-là, il Ah est non, cheap OK. à mort. Et donc, on se défend entre nous. On se défend entre nous. On s'arrange avec les gens du théâtre pour sortir par des portes que les stars, que les fans ne connaissent pas. Mhm, mhm. Et donc, on réussit à circuler comme ça, mais il faut qu'on se sauve tout le temps. C'est un moment qui vous permet de récupérer puis de revenir du choc Ah oui, ça m'a permis certainement, oui. financier, Oui, etc., absolument. etc. Dans le fond, vous avez été chanceux dans J'ai la vie. été très Cette chanceux. fois-là, Je l'ai considéré, oui, oui, oui. euh, J'ai remercié, même si je ne crois pas au bon Dieu, j'ai remercié le bon Dieu quand même. attendez un peu là. En Même façon de si... parler, c'est une façon de parler. OK, d'accord. Au sort, mais au bon sort parfois, Oui, plutôt c'est qu'au ça. mauvais sort. Au bon sort, oui. Ouais, Oui, j'ai été ouais. chanceux. Et c'est pas la première fois que ça marche bien en France pour vous, ça a commencé avant. Ben, il y avait eu le SEM. Ouais, J'étais, au début ouais, de Notre-Dame de Paris, j'étais la seule personne qui était connue dans toute cette équipe. ouais. Après, Hélène Ségara s'est rajoutée à nous parce que Noah, l'Israélienne qui avait fait le disque avec nous, Mhm. s'est désistée. Elle ne croyait pas que ça marcherait. Elle ne croyait pas que ça marcherait assez pour justifier son dépaysement. On peut faire des erreurs parfois. Elle a fait une grosse erreur et je pense qu'elle l'a longuement Mhm. regretté. Mais c'est Hélène Ségara qui se joint à nous à cette époque-là. Puis Hélène avait quand même un début de succès très intéressant. Mais tous les autres, c'est des illustres inconnus. Il n'y a personne Mhm. qui les connaît. Il n'y a personne. Je ne veux pas jouer à l'animateur d'émissions culturelles, mais parlez-moi un peu. Y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas dit sur Il s'aime? C'est une chanson tellement magnifique que tout le monde a compris comme ça tout de suite, que ce soit au Brésil, au Portugal, en Amérique, en Amérique, en En fait, dans Californie les ou pays de ici, ou l'Est, ça a été un immense des succès. pays de J'apprends l'Est, ça ouais, maintenant. Sais-tu, ouais. toutes ces années après, il y a des L'Europe de Russes, l'Est, les en pays, Europe de les l'Est, ex-pays il y a des soviétiques. Polonais qui me disent, mais savais-tu que ça avait été un immense tube chez nous? J'ai dit non, je ne savais pas. Hmm. Parce qu'à l'époque, ça ne payait pas de droits d'auteur et les disques étaient tous des bootlegs. Donc, on ne vendait pas de disques et on ne faisait pas de droits d'auteur, donc on ne pouvait pas savoir que la chanson marchait là-bas. Mais après, j'ai appris que Hmm. ma chanson Il s'aime avait été non seulement un gros tube, mais avait été utilisée dans une comédie musicale russe qui marche d'ailleurs encore 25 ans plus tard. Quand on fabrique une chanson comme ça, on doit la sentir à un moment donné. On doit dire, oh, il y a quelque chose ici, là. Là, il y a quelque chose, là. Bah, j'aimerais bien ça dire que oui. Mais non. J'ai senti que c'était une bonne chanson, mais c'était pas une chanson qui correspondait aux critères de beauté de l'époque, Ah comment bon? dire. Ah bon? Ben, c'était pas Pourquoi? une chanson qui ressemblait à un hit. D'ailleurs, quand on a fait l'album, j'ai même hésité à la mettre sur l'album. J'ai dit ça marchera pas. Il n'y a pas de refrain, il y a rien là-dedans qui ressemble à une chanson qui pourrait être un gros hit, parce qu'on s'attendait, tu sais, la danse des canons. C'était, Mais là, non, mais j'exagère là. Mais c'est une chanson qui marchait à l'époque, c'était quand même une chanson avec un hook, une chanson, un refrain qui se retient, etc. Et donc, on pensait jamais que Neil Sem marcherait comme ça. On pensait jamais. Jamais, jamais, jamais. Moi non plus, j'y pensais pas. Donc, je savais que c'était une bonne chanson, mais j'ai fait quelques bonnes chansons dans ma vie qui n'ont pas marché. donc, il y a des choses qui évoluent dans l'air, dans le goût du public, dans la réceptivité des gens. Les Je sais choses changent. Si des spécialistes comme vous disent, oh, ça c'est bon, mais ça va pas marcher vraiment, C'est juste vous dire qu'on sait rien, que je connais rien là-dedans. Non? C'est ou que ça veut dire que les gens évoluent, changent, sont plus disponibles qu'on le pense, peut-être, non? je le sais pas. J'ai aucune idée. C'est juste un de ces phénomènes. Et j'ai jamais trop compris le phénomène d'une chanson qui marche par rapport à une chanson qui marche pas. C'est pas grand-chose. La différence est vraiment tellement petite. Mais je me souviens d'avoir... on avait sorti, quand on a sorti l'album Tension, attention en Oui? France, on a sorti la chanson Tension, attention qui marchait au Québec. C'était un gros hit au Québec. On n'avait jamais pensé de sortir Il s'aime. On pensait Tension, attention, ça marchait partout, ça jouait Mhm. dans toutes les radios. On dit, on va sortir Tension, attention, attention en France. Ça marche pas en tout. Il n'y a rien qui se passe. Nothing. Zéro. Alors, la maison de disques a dit, bon, ben, ils ont plus ou moins excité à l'idée de sortir un autre titre. Alors, mais on décide quand même, on va sortir Il s'aime. Et puis, je me présente au Midem, à l'époque, au Midem. Il y a une émission qui s'appelle Les Midem d'Or. Et je suis invité à chanter
C'est des Grands Prix du disque Et à genre, Cannes, ça. et je présente la chanson Tension, Il s'aime. Hum, C'était d'ailleurs l'émission où, je pense, une des premières télés de Céline Dion à l'époque à la hum. télévision, parce que j'ai croisé Céline sur le plateau. Et du jour au lendemain, le lendemain matin, on vend 25 045 tours. Et ça n'a pas diminué pendant des mois. Ça a été incroyable. Ça a été Puis comme... vous avez gagné le Grand Prix avec ça. J'ai gagné les victoires, j'ai gagné le Midem Hum, d'or, j'ai gagné beaucoup de prix, oui, effectivement. Comment on fait pour recevoir ça modestement, pour pas que ça nous monte à la tête? À savoir si ça m'est monté à la tête ou pas, je pense pas, mais je pense que si on est Ben, je vous franco... demande ça à vous parce qu'on vous soupçonne pas de ça en général. Là, Non, peut-être. ben, écoute, ça nous monte toujours un petit peu à la tête. C'est très grisant. Hum, Mais je voyais pas ce que j'avais fait de différent des autres fois pour que tout d'un coup, tout le monde fasse autant de chiards autour de moi. Donc, puis j'ai toujours été un petit peu philosophe de Bécosse, tu sais, donc j'essayais de regarder un côté rationnel à tout ça. Puis, j'étais émerveillé par tout ce succès et je vous dirais pas que j'étais pas flatté. C'est très, très valorisant tout ça. hum. Ça fait du bien. Mais en même temps, j'arrivais difficilement à y croire. Est-ce qu'elle a marché en anglais aussi Non, bien? pas du tout. Non, pas du Pas tout. du tout. Pas du tout. Pourtant, Pas du tout. il y a New York qui a marché Ah en non, même anglais, non? pas. Non? Pas grand-chose qui a marché en anglais, Ah j'avoue. non? Non, j'ai pas eu beaucoup de succès en anglais. J'ai essayé. J'ai fait quelques chansons qui ont marché un petit peu au Canada. Et puis, il y a eu Weak for Love, la chanson que j'avais faite sur un album anglophone, qui a eu un succès grâce à General Hospital, qui est un petit peu Une grande série une, télévisée. une anomalie quasiment. Vous aviez fait la chanson Thème, c'est Ah, ça? écoute, j'avais fait une chanson qui s'appelait Weak for Love, qui est une plutôt belle chanson. Et il y a une réalisatrice de l'émission General Hospital qui a entendu la chanson, qui a dit « Je veux cette chanson-là sur mon émission ». Et elle a fait passer la chanson à l'émission et il y a eu une réaction énorme. Grosse, grosse, grosse réaction. Donc, ils ont continué à jouer la chanson pendant toute la saison. Et à la fin de la saison, ça m'a permis d'ailleurs de décrocher un beau contrat de disque aux États-Unis. Hmm? Et à la fin de l'émission, ils m'ont même demandé de venir chanter ma chanson live à General Hospital à la fin de la saison. Donc, ça a été à peu près la teneur de mon succès aux États-Unis parce Ah que oui. à ce moment-là, au moment où justement j'aurais peut-être pu capitaliser sur quelque chose qui semblait vouloir vraiment bien marcher, c'est à ce moment-là qu'arrivent tous ces événements qui ont bouleversé ma vie et Ouais. un associé qui met des bâtons dans les roues et qui Ouais. fait que ça devient très compliqué, puis une maison de disque n'a pas envie des choses compliquées, donc ils ont décidé de laisser passer. Vous dites le disque, c'est fini. Le disque. Enfin, vous n'êtes pas tout seul à dire. Le disque, l'enregistrement sonore qu'on vend. Oui, ben, Il y a une époque où vous auriez vendu Oui. 100 000, vous allez vendre quoi? 10 000, 8 000? si on maintenant? est chanceux, oui. Oui. Oui, oui. C'est- Ben non, c'est les le gens cas n'achètent pour- plus d'albums. C'est le cas pour ce effectivement. très beau disque J'écoute la radio que vous venez sortir. Là. Il y a Ouais. vraiment, vous vous attendez pas à ce que ça vende comme il y a 20 ans. Ben, on espère toujours, Ouais. mais ça, c'est rare, c'est rare. Il y a des phénomènes qui marchent, il y a Comment des vous- phénomènes qui étrangement réussissent à tout d'un coup déclencher quelque chose, Ouais. mais ils sont rares, ils sont rares. Il y Oui, en mais a- les gens n'ont plus besoin d'acheter de disques, c'est ça le problème. Ils vont sur iTunes ou ils vont. Ou il y a même de vos collègues à travers le monde qui distribuent leurs disques gratuitement. Oui, mais je pense pas que c'est juste ça. Je pense que le monde a changé. Je pense que la chanson n'a Ah ouais? plus l'intérêt qu'elle avait. Je pense qu'on n'a plus autant besoin de la chanson qu'on en avait besoin. On est sollicité tellement de toutes parts par tellement de médias, que ce soit Facebook, l'Internet. On est sollicité de partout, de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc les gens, je pense, ne vont plus. D'ailleurs, le spectacle au Québec, ça marche plus beaucoup. Les salles sont à moitié vides la plupart du temps. Et les gens sont pas prêts à dépenser de l'énergie et de l'argent pour la chanson maintenant, comme ils l'ont déjà fait. Ça, c'est certain. Ah C'est ouais. clair. Ouais. La chanson Je vous surprends, elle-même. Michel. Ben oui, que la chanson elle-même. Il y a peut-être beaucoup plus d'artistes qu'avant, je sais pas. Il y a peut-être. Les gens ont peut-être beaucoup plus le choix. C'est parce que j'essaie d'imaginer pourquoi les gens, tout à coup,
renoncerait à ce support artistique qui est relativement facile à manipuler, qui est quelques minutes d'attention. Ça correspond tellement au attention span Oui, de l'époque moderne, hein? oui. Niveau d'attention maximum de 3 minutes, là. Oui, mais tout est tellement sectionné maintenant, tout est tellement partagé. Chaque radio a sa spécialité. Ouais, Donc, ILSEM, à l'époque, jouait dans toutes les radios, ouais. de Radio-Canada à CJMS. C'est jamais. Ça jouait partout. Ouais. Donc, tout le monde connaissait les chansons. Tout le monde savait que telle personne avait fait une chanson, puis il la Mm. connaissait. Mais maintenant, si tu fais un gros hit à Rythme FM, ben, les autres, ils joueront pas ta chanson. Eux autres, Et donc, Donc, c'est un sectionnement c'est très volontaire de sectionnement, l'auditoire je ne sais par pas. les diffuseurs. Je sais pas s'il est volontaire, mais je pense que jusqu'à un certain point, il l'est. Ouais. Il l'est. Ouais. Donc, chacun se spécialise et ça fait qu'il n'y a pas des grands succès généraux comme avant. Mm. Mm. Pourquoi vous n'êtes pas resté en France? Vous auriez fait une fortune pour vrai, là. D'abord parce que mon but n'était pas vraiment de faire une fortune. Bon, ça aurait été agréable en plus. Et C'est pas désagréable à vivre. je pense que j'avais pas envie de me dépayser encore une fois. Ah oui. J'avais fait mon chez-moi au Québec, j'avais des enfants, j'avais une famille ici, et je me voyais difficilement arracher les racines puis repartir. Je pense que c'est aussi niaiseux que ça. J'avais pas... Je regarde maintenant avec le recul, puis peut-être que j'aurais pu le faire, j'aurais dû le faire, je ne sais pas. Mais je n'ai aucun regret, non. Je Parce ne que la regrette transition se rien. faisait doucement. Probablement que vous avez d'autant eu plus le temps pour y penser que ça s'est fait doucement. La Ouais, possibilité est arrivée, puis vous avez dit non, c'est pas non, moi. Je non, c'est retourne ça. chez nous. Je voyais ça aussi simple de prendre un avion puis aller. J'avais pas peur de l'avion à l'époque. Je, je- Pourquoi vous en avez pas non, j'ai maintenant? pas peur maintenant, mais Euh, je prenais l'avion puis j'aimais ça, puis je trouvais ça, c'était l'aventure pour moi. Jet set. Jet set, un peu, partir Jet en set. avion. Puis en plus, on nous surclassait tout le temps parce qu'on était connus. Ça fait que la vie était belle, tu sais. La vie est injuste. Et juste ça, je suis le premier à le dire. Mais pour vous, elle a été injuste des deux côtés. Oui, mais bon, non, elle n'a pas été injuste. Moi, Ben, je vous avez eu des coups durs quand même. ben oui, j'ai eu quelques coups durs, mais je veux dire, quand je me compare à ceux qui ont des vrais coups durs, je me trouve pas mal chanceux. Là, vous êtes dans Franchement, là. quelle période là, actuellement? Comment vous la décririez, votre période actuelle? Comme état d'esprit, comme si vous êtes à la maturité, De grands je m'excuse. Là. questionnements, je pense. Ouais, de Oui. grands questionnements, parce que je me rends compte que peut-être je suis plus aussi pertinent que je l'étais. Donc, Pourquoi ça? probablement parce que ça m'intéresse moins de l'être. Je suis moins intéressé par tout ce qui se passe au niveau des médias et de la musique et de suivre les courants et d'essayer de rester dans quelque chose. Euh, et je pense que Moins c'est de tension, attention. moins de tension, attention, justement, qui était beaucoup plus. Je pense que j'étais dedans à l'époque, tu sais, Mm. c'était la chose à l'époque. Mais maintenant, je ne saurais même pas comment le faire. Et j'ai même plus l'énergie ou l'envie de le faire. Donc, ça y est pour beaucoup, hein. Plus l'énergie, vous dites pas ça, là. Vous allez sortir un autre disque à un moment donné, puis Oui, vous ben allez regretter d'avoir dit d'ailleurs, ça. je vais sortir un disque en 2014 Bon, avec un compositeur qui s'appelle Laurent Guardo. On fait une musique médiévale, moderne, extrêmement, comment je dirais, qui n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le mainstream. Mais ça, c'est des choses qui m'intéressent. C'est des choses qui n'ont plus rien à voir avec un marché populaire de la chanson que je fréquente de moins en moins. mais ça va être quoi, ça? Ça ressemble à quoi? Ah, ça ressemble à rien du tout. Il n'y a rien au monde qui ressemble à ça. C'est des viols de gambe avec un chanteur, avec de la poésie, des poèmes de Rimbaud. C'est, je pense, très beau parce que on l'a présenté à Harmonia Mundi, qui est une compagnie française de musique classique, et ils ont aimé et ils vont sortir dans le monde entier en février l'an prochain, en 2014. Mais c'est quelque chose qui est très particulier. C'est pas quelque chose qui... Ça va peut-être jouer à Radio-Canada, mais ça ne jouera pas nulle part ailleurs. Pas à rouge, peut-être pas. Non, c'est de la musique d'audiophile. C'est de la musique très, très originale. Ça ressemble à rien. Et ça m'intéresse. Mais J'aime ça aller.
Médiéval ou non? Médiéval, mais très moderne en même temps. Du médiéval avec des harmonies parfois jazz. C'est très particulier. J'ai difficile à vous le décrire. Je vous enverrai un disque quand on l'a. Puis vous avez fait la musique de ça? J'ai chanté. J'ai chanté. Laurent m'a demandé, il dit, veux-tu chanter une chanson? Un jour, il m'appelle comme ça. J'écoute ça, je dis, c'est bien bizarre, ça. Puis j'ai trouvé ça très intéressant. Puis j'en ai fait une, puis après ça, j'en ai fait deux, puis finalement, j'ai fait tout l'album. Donc finalement, c'est devenu un album de Daniel Lavoie et Laurent Guardo. Et c'est quelque chose. Je me suis rendu compte que j'avais envie de faire des choses dans un domaine où je maîtrise plus, peut-être, où je profitais des 40 années de musique que j'ai faites, de ma culture générale, de mon intérêt pour la musique classique et pour le jazz et pour toutes les choses que finalement j'ai accumulées avec toutes ces années de travail, qui, bon, ça s'adresse à un public très précis ou très particulier, mais c'est plus dans mes cordes et puis c'est plus ce que j'ai envie de faire en fait de musique maintenant. Puis je le fais pas certainement pour gagner ma vie. Je le fais plus pour le bonheur de le faire. On achève déjà presque. Votre dernier album s'appelle J'écoute la radio. Oui. Vous reprenez des chansons, certaines de vos plus magnifiques. Oui. Vous êtes content de tout ça? Oui. Oui. J'ai... Et de votre émission de radio? C'est vous-même qui me l'avez fait remarquer l'autre jour que je m'étais réaccaparé de mon matériel. J'avais jamais pensé comme ça. Je pense que je me contais des histoires, tu sais. Je me disais, je vais reprendre mes chansons pour en faire ce que j'aurais dû les... Enfin, je me contais toutes sortes d'histoires. Puis finalement, je me suis rendu compte, ben peut-être que tu as juste repris ce qu'on t'avait pris. Et puis cet album-là représente peut-être ça, justement, de reprendre ce qui était à moi. Donc, j'en suis content, oui. J'en suis content. On a travaillé fort. Ça n'a pas été facile pour reprendre des vieilles chansons, c'est pas évident. Non, vous pensiez que ça allait durer quelques mois, puis oui, quelques semaines? Quelques semaines, et puis finalement, je me suis rendu compte que tu reprends une chanson comme Il s'aime, tu n'as pas le droit de faire autre chose qu'il s'aime avec. Mais en même temps, si tu le reprends, tu te donnes la peine de le reprendre, il faut quand même t'amener quelque chose de nouveau. Donc, c'est ça que l'exercice Je vais vous donner le 30 secondes qui reste pour me parler de la radio. Ah. Écoute, un jour, il y a une directrice des programmes à Radio-Canada qui m'a demandé si j'avais déjà pensé de faire de la radio. Je lui ai dit, ça fait 30 ans que j'y rêve, parce que j'adore la radio. J'ai toujours adoré la radio. J'écoute presque pas la télé, mais j'écoute beaucoup de radio. Et de me faire proposer une émission de radio, pour moi, c'était un cadeau extraordinaire et je le fais avec un immense bonheur. Daniel Lavoie, c'est déjà fini. Mon Dieu, ça fait combien de temps qu'on parle? 51 minutes 45. Que je parle, tu me fais parler plus que je parle d'habitude, là, ça je peux te le dire. Merci, Daniel. Merci, Michel.